Les Guyanais les appellent des sauts. En métropole, on parle plutôt de rapides. Au lieu dit Petit Saut, sur le cours du fleuve Sinnamary, vient de s'achever le plus grand barrage hydroélectrique français jamais conçu en pleine forêt tropicale. Il est long de 740 mètres, il n'est pas imposant, c'est un petit ouvrage. Il est surtout remarquable par la superficie de sa retenue d'eau, 320 km² de forêt engloutie. Les arbres sont toujours là, leurs cimes affleurent à la surface. Conservés par l'eau, ces troncs rappelleront pendant des décennies qu'ici, avant, existait une forêt. L'usine, dotée de 4 turbines, fournira 120 MW, une puissance électrique modérée pour une telle retenue d'eau. Selon Électricité de France, le barrage est prévu pour couvrir la demande en énergie de la Guyane jusqu'en 2015. Après, il faudra de nouveau trouver une solution. Donc derrière cette vanne, nous avons les 25 mètres d'eau de la retenue. Par ici, quand le groupe est à pleine puissance, il passe 100 mètres cubes seconde, c'est-à-dire 100 tonnes d'eau à la seconde. Et cette eau entraîne la turbine pour produire le courant. Mais au-delà des turbines, et c'est une grande première, un énorme programme de recherche a pu être monté avec des scientifiques de tous horizons, biochimistes, biologistes, vétérinaires, archéologues, pour étudier les répercussions de ce barrage et même parfois profiter de la montée des eaux pour découvrir des trésors cachés. Jérôme Briand et Stéphane Vacher sont archéologues. C'est la première fois qu'ils interviennent en Guyane. Leur mission à eux, c'est de sauver, juste avant la mise en eau, les traces des anciennes civilisations amérindiennes. Alors, regarde là-bas, il y a une souche, on va aller voir s'il y a des fragments de poterie. Ici, ils ont récolté plus de 3 tonnes de pièces archéologiques, céramiques, haches en pierre, objets divers qui nous paraissent dérisoires, mais infiniment précieux, car seuls témoins des peuples indiens maintenant disparus. Poterie. On va avoir une pierre. De manière générale, on pensait que la forêt était un milieu qui ne permettait pas une bonne conservation des sites archéologiques. Les seuls indices étaient en fait les orpailleurs qui, lors de dragage de rivière, trouvaient des éléments en fond de rivière. En fait, on ne savait absolument pas ce qu'on pouvait trouver parce que personne n'avait jamais travaillé en milieu forestier en Guyane. Donc il fallait mettre au point des techniques de prospection, des techniques de repérage de sites pour l'ensemble des choses. Et en fait, il s'est avéré que le milieu est extrêmement riche et que la forêt conserve très très bien les sites archéologiques, que le patrimoine enfoui dans la forêt guyanaise au niveau des sites amérindiens est très très important. Certaines poteries exceptionnelles ont été retrouvées intactes. Les céramiques à elles seules ont représenté 180 000 fragments. Elles nous rappellent que la Guyane était habitée par d'importantes populations organisées en villages bien avant l'arrivée des colons. Donc la prospection, la phase de fouille et de sondage a été réalisée alors que le paysage était tout autre, puisqu'en fait ici il y avait un gros saut qui s'appelait Solotel, où il y avait une cascade, où les problèmes de circulation sur le fleuve étaient tout à fait différents. Donc le paysage a bien changé et une partie des sites sont recouverts maintenant par le lac. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes intervenus avant la mise en eau. Ainsi, sous nos yeux, passé et présent disparaissent sous les eaux. Pendant 4 ans, Jérôme et Stéphane ont sillonné le site. Il leur reste maintenant à reconstituer en laboratoire
toute la mémoire d'un peuple. Christophe Gentil, lui, est vétérinaire. Sa mission est de sauver les animaux prisonniers des eaux, car au fur et à mesure que l'eau monte, les derniers îlots terrestres, les derniers refuges se réduisent. Chaque jour, il doit parcourir le lac sur plusieurs dizaines de kilomètres à la recherche des bêtes réfugiées sur les îles. Voilà. Et après, on camoufle. Alors on va mettre quelques feuilles dessus pour bien le protéger, pour que l'animal se sente un peu plus en sécurité. 3048 mammifères, 1647 reptiles, la liste est longue des animaux capturés, des espèces souvent peu connues de la science. Ce jour-là, un tatou à 9 bandes sera sauvé des eaux. Tu peux le tenir mieux que je lâche la queue? C'est pire qu'un accouchement. Alors, là. C'est bon. Voilà le bonhomme. Donc on va le mettre, on le met dans des petites cages. Alors c'est des cages toujours, comme avec les oiseaux, les plus petites possibles et si possible le plus noir possible. Comme ça on est sûr qu'il va très peu bouger quand il sera dedans. Voilà. Pour éviter tout stress, le tatou est anesthésié. On le mesure, on le toise, on lui fait des prélèvements de toutes sortes. Avec Joël Keravec, le responsable de l'hôpital vétérinaire, au-delà du simple sauvetage d'animaux, on réalise ici un programme complet de recueil de données sur la faune sauvage. 7 également. Donc c'est un adulte. Voilà. Donc là tu vois, tu atteins directement. Donc. Tu veux quoi, tube sec? Alors tu me prépares un tube lithium hépariné et tu peux me donner un tube sodium héparine. Donc ce programme nous a permis de mettre en place une banque de données biologiques aussi vaste que possible sur la faune sauvage en Guyane, puisqu'on a pu capturer un certain nombre d'espèces qui sont représentatives de toute la faune circulante en Guyane française. Tous les animaux que je reçois donc ici à l'hôpital sont des animaux qui proviennent de la retenue, qui ont été sauvés par des équipes de capture. Donc le premier travail lorsqu'ils arrivent ici est de les observer, d'effectuer sur eux un examen clinique afin d'apprécier leur état général. Et nos études sont couplées avec un certain nombre d'instituts en France, l'Institut Pasteur ici en Guyane, l'hôpital de Cayenne, l'Institut Curie en France, l'école vétérinaire de Toulouse. Donc un certain nombre d'organismes qui travaillent avec nous et qui vont traiter les prélèvements qu'on leur envoie. Mais dans le programme de recherche du barrage, il n'y a pas que le sauvetage d'animaux menacés ou de vestiges archéologiques. L'eau morte a remplacé l'eau vive et c'est tout le processus de la chaîne alimentaire qui se trouve bouleversé. La diversité de la faune ici est à la limite monstrueuse. On a entre 2 et 20 tonnes d'insectes à l'hectare. Ça correspond en gros à 55% de la diversité vivante. Il y a plus d'insectes que toutes les autres espèces animales et végétales réunies. Et donc on essaie de suivre quelques groupes, quelques genres, notamment des espèces qui cherchent à se reproduire dans le milieu aquatique, pour voir après ce que les poissons vont manger et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer. Parce qu'on va passer d'un système fluvial et forestier à un système lacustre, complètement différent. Philippe Cerdan de l'Université de Marseille, entomologiste passionné, décrypte les modifications de la nature environnante pour déceler l'impact du barrage, notamment dans ce qu'il y a de plus intime, la relation entre les insectes et les poissons.
Là, pour vous montrer quelques bêtes, ben voilà, quelques sauterelles, quoi, des criquets. D'autres bêtes qui ont l'air moins sympathiques, mais inoffensives. Quoi, inoffensives, c'est peut-être un grand mot, mais non mortelles. Quelques mygales, quoi. Mais tout ceci est également mangé par les poissons. Au fleuve a succédé un lac. La nourriture des poissons a changé. La nature physico-chimique de l'eau s'est transformée. Pour étudier ses répercussions sur le milieu piscicole, Bernard de Mérona et son équipe de l'Orstom effectuent régulièrement des pêches de contrôle. On ne construit pas un barrage pour le plaisir, on le construit comme option à d'autres sources d'énergie, par exemple des usines de production d'électricité par le pétrole ou l'énergie nucléaire ou des choses comme ça. Et c'est un des grands problèmes d'ailleurs environnementaux en ce moment, c'est qu'on est absolument incapable de chiffrer en termes pécuniaires un coût environnemental. On constate qu'il y a des dégradations, qu'il y a une diminution de la biodiversité, mais comment mettre ça en balance vis-à-vis du prix du kilowattheure? C'est évident que dans la retenue, il y a des espèces qui ont disparu par rapport à la rivière, et ça tout le monde le sait. Bon, les espèces de rapides, par exemple, ne se développeront plus dans la retenue, puisqu'il n'y a plus de rapides par définition. À l'aval, on pêche très peu. On a très peu de poissons et très peu d'espèces. Donc cette diversité a diminué et l'abondance des juvéniles a diminué énormément. L'eau de profondeur puisée par les turbines du barrage, cette eau qui alimente le fleuve en aval est sous haute surveillance. C'est une eau pauvre en oxygène. Cécile Reynour est biochimiste à Électricité de France. Chaque jour, elle effectue des prélèvements. Qu'est-ce que vous avez fait là? J'ai fait une mesure d'oxygène, c'est-à-dire pour savoir quelle est la concentration d'oxygène dans l'eau à la veille du seuil, pour vérifier l'efficacité du seuil pour le débit que nous avons actuellement. Et alors? Écoutez, tout va bien. Ce qui est sûr, c'est que 25 millions de francs de travaux supplémentaires ont été investis dans ces cascades de réoxygénation pour tenter d'éviter la catastrophe. La mort de tous les poissons du Sinnamary en aval du barrage. C'est en amont, sur la retenue d'eau, que prend naissance le problème. Cécile Reynour traque par 30 mètres de fond le méthane, responsable de la perte d'oxygène. Ce gaz est issu de la macération de la litière, l'humus de la forêt qui se décompose sous l'eau. Un contrôle délicat qui interviendra encore pendant de nombreuses années, jusqu'à la décomposition totale de la masse végétale. Une surveillance quotidienne qui permet à EDF de régler le débit des cascades de réoxygénation. On arrive, on a PK2 là. Mais au même moment, c'est la fin de l'opération sauvetage. Jean-Christophe Vier, chef du laboratoire vétérinaire, procède au relâcher des derniers animaux dans une réserve protégée. C'était une zone auparavant très chassée, devenue pauvre en faune sauvage. Pour la première fois en Guyane française, une réserve est ainsi créée, surveillée par des gardes assermentés. Précaution indispensable dans ce pays où la chasse ne connaît pas de limites. Allez, hop. Allez. Non, passe par là-bas. Par là-bas. Le tatou, vas-y. Reste au tatou à échapper à tous ses prédateurs et à reconquérir un territoire.
La mission des archéologues et des vétérinaires s'achève. L'étude des perturbations de la faune et de la flore, quant à elle, ne fait que commencer. Les scientifiques ne pourront rendre des conclusions que d'ici une dizaine d'années. Les forêts tropicales sont les rares territoires où l'homme est peu présent, voire absent. Elles sont aujourd'hui les premières cibles des investisseurs en énergie qui peuvent y voir la multiplication facile des barrages. D'ores et déjà, le barrage de Petit Saut fait figure de laboratoire pour le reste du monde, un laboratoire où les scientifiques travaillent en terrain vierge.